Bonjour tout le monde, ici Monsieur Orlan pour le podcast La Geste d'Orlan. Aujourd'hui, nous allons enfin parler de Victor Hugo, puisque nous allons évoquer ce qui sans aucun doute son chef-d'œuvre, Les Misérables. Comment est-ce que je suis tombé sur le livre? Je pense qu'il serait un peu ridicule d'expliquer comment je suis tombé sur le livre, parce que Victor Hugo, même en Belgique, on en parle tellement à l'école que même si on l'a pas lu, on pense le connaître. Enfin, je peux tout de même dire que j'ai pris un peu de temps avant de commencer cette lecture. Pourquoi? Par peur à cause de sa taille? Sans doute un peu. Dans la collection Folio, c'est 2 énormes volumes, donc c'est de nouveau une très grande œuvre, c'est un roman fleuve, donc la taille ça fait peur, mais c'est surtout parce que je voulais attendre et ne pas lire tous les chefs-d'œuvre d'un coup. C'est-à-dire que Victor Hugo, j'ai commencé par lire des œuvres, paradoxalement, moins importantes. C'est-à-dire, bon, Victor Hugo, il a écrit plein de choses et que, évidemment, Victor Hugo, ce qu'il a écrit, c'est important. Mais dans sa production, je n'ai pas commencé par les plus grands chefs-d'œuvre. J'ai commencé par Claude Gueux, si je me trompe pas, Le dernier jour d'un condamné aussi. Et puis, quand même, j'ai lu Notre-Dame de Paris et enfin Les Misérables. Donc, vous voyez, Les Misérables, c'est venu plus tard. Et alors, bon, aujourd'hui, j'ai presque tout lu. Je pense qu'il me reste Han d'Islande. Et alors, peut-être encore l'un ou l'autre écrit moins connu. Pour sa prose, évidemment, pour sa poésie, la poésie, ça se lit différemment, donc je la compte pas vraiment dedans. Bon, voilà, mais comme ça, vous savez un peu ce rapport avec Victor Hugo, où ce sont chaque fois aussi des gros livres, et donc ça fait peur. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir trop peur. Je vais vous expliquer pourquoi Les Misérables, on peut le lire. Mais avant ça, vous racontez ce que le livre raconte. C'est un livre écrit en 5 parties, qui ont chacune un nom. On a Fantine, Cosette, Marius, l'idylle rue Plumet et l'épopée rue Saint-Denis, et enfin Jean Valjean. Donc, c'est intéressant de voir que sur ces 5 parties, 4 sont des noms de personnages. D'accord? Et l'histoire, elle se situe entre la bataille de Waterloo, 1815, et les émeutes de juin 1832, qui sont décrites dans le roman. Et alors, je dois le dire tout de suite, le titre du roman, c'est sans doute un des plus beaux titres que j'ai jamais vu, en ce sens qu'il définit parfaitement son contenu. J'ai beau réfléchir, vous savez, parfois quand vous lisez un roman, vous voyez le titre et puis on peut s'interroger sur le titre. Est-ce que c'est un bon titre? Est-ce que ça marche bien? Comment? Et Les Misérables, c'est exactement ça. Il s'agit d'évoquer les vies vraiment misérables des pauvres gens. Le personnage central du roman, c'est Jean Valjean. Et on va le suivre de sa sortie du bagne jusqu'à sa mort. Très important de savoir pourquoi Jean Valjean a été condamné au bagne. Il a été condamné parce qu'il a volé du pain. Et je suis désolé, mais quand vous volez du pain, c'est pas la même chose que quand vous volez des bijoux ou de l'argent. En tout, il fera 19 années de bagne. Et le bagne, c'est pas la prison. C'est bien pire que la prison. À sa sortie, il est rejeté par la société et il n'a aucune chance de réinsertion. Il faut bien imaginer aussi que le bagne, c'est un véritable champ de torture. Vous ne sortez pas de là indemne. Et qu'est-ce qu'il a appris de sa vie? Parce que 19 ans de bagne, en comptant qu'il est rentré adolescent, qu'est-ce qu'il a connu de la vie? À part la douleur, à part la privation, à part l'injustice, rien du tout. Donc il a dû s'endurcir là-dedans et se forger une carapace. Et donc, il est, à sa sortie, sur une pente savonneuse. Je pourrais dire ça comme ça. Mais,
il va faire une rencontre qui va littéralement changer sa vie. L'évêque Myriel va le couvrir auprès de la police et va faire preuve de bonté envers lui au point de l'ébranler. C'est-à-dire que il va se présenter à lui et l'évêque Myriel va l'accueillir. Il sait qu'il vient du bagne, ça ne fait rien, donc déjà là, il est troublé. Et puis il va voler des chandeliers, et puis il va vite partir. La police va enquêter, on va le retrouver, on va retrouver les chandeliers volés dans ses affaires. Et là, l'évêque, au lieu de le dénoncer, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va dire non, mais c'est pas vrai, je lui avais donné. Donc la police sera obligée de le relâcher, et ça, Jean Valjean ne le comprend pas. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, c'est la première fois que quelqu'un est bon avec lui, alors même que lui-même a volé. Et c'est intéressant, parce qu'il sait qu'il a volé, il sait que c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il est ébranlé, mais ça se fait pas d'un coup, cette transfiguration. Euh, Parce qu'il y a ce passage, mais magnifique, avec l'enfant, avec la pièce. C'est le dernier méfait, le tout dernier méfait de Jean Valjean. C'est-à-dire qu'il est là en train de réfléchir à ce qu'a fait cet évêque pour lui. Et alors c'est magnifiquement décrit hein, par Victor Hugo. Alors c'est un combat de titans dans sa tête, mais c'est vraiment décrit comme ça. Hein. Et alors il y a un enfant qui joue avec une pièce, la pièce tombe par terre, et Jean Valjean, comme par un réflexe sans réfléchir, il met son pied dessus. Mais il est toujours dans un état d'intense réflexion, d'intense lutte entre le bien et le mal. Et l'enfant, elle le supplie de lui rendre sa pièce, etc. Et puis bon, je pense qu'il le chasse d'un coup, comme ça, sans réfléchir. Et puis bon, l'enfant s'en va. Et puis voilà. Et une fois que la lutte, donc l'enfant est parti, hein, une fois que la lutte est terminée, mais il se rend compte de l'enfant et il veut le retrouver pour lui rendre sa pièce. Ben, il ne le retrouvera pas. Et cette dernière injustice, ce sera l'injustice de trop, celle qu'il a commise de trop, et là, il aura définitivement basculé vers le bien. Et après cet épisode, qu'est-ce qu'il fait? Il change d'identité, et c'est important parce que son identité va le poursuivre tout au long du roman. Et alors, il va devenir un véritable saint, j'ai pas d'autre mot, qui consacre sa vie entière à faire le bien autour de lui. Et alors autour de lui, justement, vont graviter toute une série de personnages, comme le terrible inspecteur Javert, qui n'a de cesse de le poursuivre. Eh bien oui, Javert, c'est la loi, mais c'est la loi bornée, la loi stupide, qui le suit, qui le traque et qui pense qu'il va le coincer, qui le pousse à la faute même. Ça va? Évidemment, on va le retrouver à différentes étapes du roman. On a aussi les affreux Thénardier. Hein, vous savez, c'est passé dans le langage courant. Hein, quand on parle des Thénardier, c'est des gens qui s'occupent vraiment pas de leurs enfants. C'est des parents abominables. On retrouve Marius et Cosette, et on retrouve aussi la mère de Cosette, la pauvre Fantine. Et alors le destin de Fantine, il est réellement tragique. Et je vous avertis déjà, les pages à son sujet sont insoutenables. D'ailleurs, c'est une remarque que je peux faire d'un point de vue général. Si vous lisez Les Misérables, préparez-vous à pleurer. Mais vraiment, parce que c'est un roman où, à plusieurs reprises, j'ai pleuré. Parce que c'est tellement horrible ce qui est décrit dans ce roman. C'est tellement abominable ce qui arrive à ces pauvres gens qui ne le méritent pas, que ça en devient insoutenable. Fantine, c'est une mère-fille qui, pour parvenir à survivre, eh bien, va confier sa fille Cosette au terrible Thénardier. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle le fait? Mais parce qu'elle pense sincèrement qu'ils vont prendre soin d'elle. Et c'est terrible, parce qu'en gros, elle travaille, c'est pas facile déjà, et elle l'envoie régulièrement l'argent au Thénardier pour payer les soins, pour payer les frais de bouche, etc., et les frais de, euh, on va dire, de vêtements, etc., enfin, tout ce dont un enfant a besoin. Et qu'est-ce qu'ils font en réalité, les Thénardier? Bah, ils vont mettre les sous dans la poche, et puis ils vont maltraiter et exploiter la pauvre Cosette. Et évidemment, Fantine, elle ne le sait pas.
tout cas pendant très longtemps. Et Fantine va aller de plus en plus mal. Elle va sombrer dans la maladie et dans la pauvreté la plus sordide. Et alors, il y a un passage, mais c'est atroce, parce qu'en plus, ça dure et ça dure. Imaginez que Fantine, elle n'a pas assez d'argent pour son enfant. Qu'est-ce qu'elle va faire? D'abord, elle va se sacrifier, en fait, elle va se couper des bouts d'elle-même au fur et à mesure. Et elle va commencer par vendre ses cheveux. Rien que ça, c'est horrible. Parce que vous allez me dire, bon, les cheveux, c'est pas grave, ça repousse. Oui, mais ça met du temps, et si c'est pas choisi, bah, perdre ses cheveux, c'est quand même pas toujours bien vécu, si vous voyez ce que je veux dire. Mais elle va aller plus loin, parce qu'on va lui proposer, c'est l'extrait que je vais vous lire là, de vendre ses dents. Voilà. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'horrible, vendre ses dents. De Napoléon. Et alors ça commence comme ça. Fantine s'enfuit et se boucha les oreilles pour ne pas entendre la voix enrouée de l'homme qui lui criait « Réfléchissez, la belle, de Napoléon, ça peut servir. Si le cœur vous en dit, venez ce soir à l'auberge du Tillac d'Argent, vous m'y trouverez. » Fantine rentra. Elle était furieuse et conta la chose à sa bonne voisine Marguerite. « Comprenez-vous ça? Ne voilà-t-il pas un abominable homme? Comment laisse-t-on des gens comme ça aller dans le pays, m'arracher mes 2 dents de devant? Mais je serais horrible. Les cheveux repoussent, mais les dents. Ah! Le monstre d'homme. J'aimerais mieux me jeter d'un 5e la tête, la première sur le pavé. Il m'a dit qu'il serait ce soir au Tillac d'Argent. » Et qu'est-ce qu'il offrait? Demanda Marguerite. 2 Napoléons? Cela fait 40 francs. Oui, dit Fantine, cela fait 40 francs. Elle resta pensive et se mit à son ouvrage. Au bout d'un quart d'heure, elle quitta sa couture et alla relire la lettre des Thénardier sur l'escalier. En rentrant, elle dit à Marguerite qui travaillait près d'elle. « Qu'est-ce donc que cela, une fièvre militaire? Savez-vous? » « Oui, répondit la vieille fille, c'est une maladie. »« Ça a donc besoin de beaucoup de drogues? »« Oh, des drogues terribles. Où ça vous prend-il? »« C'est une maladie qu'on a comme ça. Et cela attaque donc les enfants? »« Surtout les enfants. »« Est-ce qu'on en meurt? » Très bien, dit Marguerite. Fantine sortit et alla encore une fois relire la lettre sur l'escalier. Le soir, elle descendit, et on la vit qui se dirigeait du côté de la rue de Paris où sont les auberges. Le lendemain matin, comme Marguerite entrait dans la chambre de Fantine avant le jour, car elles travaillaient toujours ensemble et de cette façon n'allumaient qu'une chandelle pour 2, elle trouva Fantine assise sur le lit, pâle, glacée. Elle ne s'était pas couchée. Son bonnet était tombé sur ses genoux, la chandelle avait brûlé toute la nuit et était presque entièrement consumée. Marguerite s'arrêta sur le seuil, pétrifiée de cet énorme désordre, et s'écria « Seigneur, mais la chandelle qui est toute brûlée !» Il s'est passé des événements. Puis elle regarda Fantine qui tournait vers elle sa tête sans cheveux. Fantine, depuis la veille, avait vieilli de 10 ans. « Jésus, dit Marguerite, mais qu'est-ce que vous avez, Fantine? » « Je n'ai rien, répondit Fantine. Au contraire, mon enfant ne mourra pas de cette affreuse maladie, faute de secours. Je suis contente. » En parlant ainsi, elle montrait à la vieille fille 2 Napoléons qui brillaient sur la table. « Ah, mais Jésus Dieu, dit Marguerite, mais c'est une fortune. Où avez-vous eu ces louis d'or? » « Je les ai eus, répondit Fantine. En même temps, elle sourit. La chandelle éclairait son visage. C'était un sourire sanglant. Une salive rougeâtre lui souillait le coin des lèvres et elle avait un trou noir dans la bouche. Les 2 dents étaient arrachées. Elle envoya les 40 francs à Montfermeil. Du reste, c'était une ruse des Thénardier pour avoir de l'argent. Cosette n'était pas malade. Fantine jeta son miroir par la fenêtre. Depuis longtemps, elle avait quitté sa cellule du second pour une mansarde fermée d'un loquet sous le toit, un de ces galetas dont le plafond fait angle avec le plancher et vous heurte à chaque instant la tête.
Le pauvre ne peut aller au fond de sa chambre comme au fond de sa destinée qu'en se courbant de plus en plus. Elle n'avait plus de lit. Il lui restait une loque qu'elle appelait sa couverture, un matelas à terre et une chaise dépaillée. Un petit rosier qu'elle avait s'était desséché dans un coin, oublié. Dans l'autre coin, il y avait un pot de beurre à mettre de l'eau, qui gelait l'hiver, et où les différents niveaux de l'eau restaient longtemps marqués par des cercles de glace. Elle avait perdu la honte, elle perdit la coquetterie. Dernier signe. Elle sortait avec des bonnets sales. Soit faute de temps, soit indifférence, elle ne raccommodait plus son linge. À mesure que les talons s'usaient, elle tirait ses bas dans ses souliers. Cela se voyait à de certains plis perpendiculaires. Elle rapiéçait son corset vieux et usé, avec des morceaux de calicot qui se déchiraient au moindre mouvement. Les gens auxquels elle devait lui faisaient des scènes et ne lui laissaient aucun repos. Elle les trouvait dans la rue, elle les retrouvait dans son escalier. Elle passait des nuits à pleurer et à songer. Elle avait les yeux très brillants et elle sentait une douleur fixe dans l'épaule, vers le haut de l'omoplate gauche. Elle toussait beaucoup. Elle haïssait profondément le père Madeleine et ne se plaignait pas. Elle cousait 17 heures par jour, mais un entrepreneur du travail des prisons qui faisait travailler les prisonnières au rabais fit tout à coup baisser les prix, ce qui réduisit la journée des ouvrières libres à 9 sous. 17 heures de travail et 9 sous par jour. Ses créanciers étaient plus impitoyables que jamais. Le fripier qui avait repris presque tous les meubles lui disait sans cesse « Quand me payeras-tu, coquine ?» Que voulait-on d'elle, bon Dieu? Elle se sentait traquée, et il se développait en elle quelque chose de la bête farouche. Vers le même temps, le Thénardier lui écrivit que décidément il avait attendu avec beaucoup trop de bonté, et qu'il lui fallait 100 francs, tout de suite. Sinon qu'il mettrait à la porte la petite Cosette, toute convalescente de sa grande maladie, par le froid, par les chemins, et qu'elle deviendrait ce qu'elle pourrait, et qu'elle crèverait si elle voulait. 100 francs, songea Fantine. Mais où y a-t-il un état à gagner 100 sous par jour? Allons, dit-elle, vendons le reste. L'infortuné se fit public. C'est dur, hein? Eh oui, c'est dur. C'est vraiment horrible. Et vous voyez, ça, déjà je peux le dire, ça fait partie du génie de Hugo. Parce qu'on est devant l'horreur la plus horrible et on voit, c'est de pire en pire, c'est de pire en pire. Et chaque fois on demande, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et Victor Hugo nous dit, vous voulez que ça s'arrête? Il va falloir boire tout jusqu'au bout. Et des pages et des pages et des pages et des pages de ce malheur. Voilà, ça c'est vraiment un exemple terrible. Fantine va tout de même connaître une fin, je ne sais pas si c'est heureuse, mais apaisée. Elle va être recueillie par Jean Valjean, qui va lui faire la promesse, sur son lit de mort, qu'il ira sauver Cosette et qu'il prendra soin d'elle. Et cette promesse, Jean Valjean va la tenir, et tout le reste du roman tourne autour de cette relation entre Cosette et lui. Et ça, c'est un très grand moment du roman, quand Jean Valjean va aller chercher Cosette chez les Thénardier. Parce qu'il y a quand même de l'espoir dans ce roman, et ça, il faut le dire. Bien, je vous passe les détails, mais Cosette grandit et devient une jeune femme instruite, dont un jeune homme, Marius, un jeune homme que j'aime pas beaucoup. Et ce jeune homme qui l'a aperçu par hasard tombe amoureux de Cosette. Alors évidemment, il ne faut pas oublier l'inspecteur Javert, toujours à la poursuite de Jean Valjean. Les Thénardier rôdent toujours autour de lui, espérant lui jouer un très mauvais tour également. Il y a beaucoup de péripéties, je passe, parce que il y aurait beaucoup de choses à raconter, mais c'est bien de découvrir vous-même et d'avoir ces moments de bravoure. Je pense notamment à un moment où vous avez Jean Valjean qui va se retrouver dans un tribunal où il sera question de se dénoncer lui-même. Bon, et je vous dis pas ce qui se passe évidemment, ça, il faut lire. Alors, Marius,
Marius, qu'est-ce qu'il fait? C'est un jeune idéaliste, il est issu d'une famille bourgeoise, il s'entend pas très bien avec son grand-père, et il va rejoindre des camarades révolutionnaires, parce que c'est bien beau d'être amoureux, mais bon, c'est un idéaliste. Et donc il va rejoindre ses camarades, vous dis-je, sur les barricades lors des insurrections à Paris de juin 1832. Et alors là, les combats sont très violents. Par exemple, Gavroche, le jeune Gavroche, hein, vous savez, je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Bah Gavroche, il meurt sur les barricades. Si je me rappelle bien, il ramène les cartouches et il se fait abominablement tirer dessus par un soldat et il meurt là. Donc quand l'État tue, l'institution, hein, tue des enfants, bon là, quand même, on peut se dire que là, il y a un vrai problème. Et bon, eh bien, Marius lui-même, il manque très peu d'y mourir, hein, mais il survit et j'y reviendrai un peu plus tard, justement. Alors ça continue, finalement, il va être sauvé par Jean Valjean, qui va le porter dans les égouts de Paris. Ça, c'est un épisode aussi très marquant, mais vous remarquez que je vous dis chaque fois, c'est un épisode très marquant, et ça, c'est une des très grandes forces du roman, c'est que il y a des moments marquants tout le temps. Et alors la fin est connue, Cosette et Marius vont se marier, et Jean Valjean meurt apaisé. Mais je dois quand même dire qu'avant ça, il y a une dernière intrigue, et le roman m'a tenu en haleine jusqu'à la dernière page. Jusqu'à la dernière page, je me suis dit, mais c'est pas possible, non, dit Dieu, ils vont pas lui faire ça. Ça concerne justement Marius, Cosette, qui sait un peu moins les choses, ça concerne Marius et Jean Valjean. Et je vous dis pas tout, mais en gros, Jean Valjean va être à la fin écarté de Cosette, parce que c'est un ancien bagnard, etc. Et bah, l'injustice de Jean Valjean qui a donné sa vie pour ces gens-là et qui se fait complètement écarter. Bon, je vous dis pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'au bout, j'ai versé des larmes. Euh, mais oh non, je vous dis pas. Voilà, c'est à vous de lire le roman. De toute façon, la littérature, c'est pour avoir des émotions. Bon, et justement, pourquoi est-ce qu'on peut lire le livre? Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par dire qu'il y a plusieurs éléments que je n'aime pas dans le roman. Et alors, il y en a deux, pour être précis, deux grands. Le premier élément, que j'aime vraiment pas, et ça, c'est un reproche que je fais à Victor Hugo. Bon, je suis désolé, hein, je ne suis pas Victor Hugo, hein, donc quand même. Mais c'est le ton péremptoire de l'écrivain qui assène parfois des vérités faciles. Et entendons-nous bien, je ne suis pas contre le fait d'avoir une opinion, un point de vue éclairé, argumenté de quelqu'un. On ne doit même pas être d'accord sur les choses, mais pas de cette manière. Parce que là, mais je me souviens très bien de ma lecture à l'époque, et c'est quelque chose qui m'a souvent marqué dans la lecture de Victor Hugo, c'est que parfois il y a des enchaînements de phrases et vous vous dites: «Oh, attendez, attendez, mais non, moi je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça» et c'est surtout, c'est dit comme si c'était une vérité. Voilà, on ne discute pas, c'est comme ça, voilà, il y a pas, donc c'est vraiment très, très péremptoire. Ça, j'avoue, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, de manière générale. Bon, est-ce que moi je suis péremptoire? Tout le monde peut être péremptoire à un certain moment donné, mais je sais pas, je pense qu'on peut laisser de la place, au lecteur, même si ce qu'on dit est très intelligent. Le deuxième élément, et vous allez voir, ça va peut-être vous étonner, c'est la bataille de Waterloo. Parce que, évidemment, le roman, il est aussi, donc ça raconte une énorme histoire, mais il est aussi prétexte à avoir des digressions. C'est Victor Hugo va parler d'énormément de choses différentes, et notamment on a cette bataille de Waterloo. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a la bataille de Waterloo? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce que ce passage m'a fatigué. J'ai failli fermer le livre à ce moment-là, hein. Je vous dis la vérité. Peut-être que je ne suis pas sensible à ce passage parce que je ne suis pas français. Et je le dis sans malice. D'ailleurs, si des amis français entendent ceci, ben,
et qu'ils ont lu ce passage-là, mais qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que vraiment, pour moi, ça m'a fatigué. Et alors, je vais vous expliquer, parce que évidemment, le fait que je ne sois pas français, c'est plus pour la blague. Mais il y a dans cette partie-là, le fait que j'ai un rejet de cette bataille de Waterloo, une explication plus profonde. Je trouve cette partie contradictoire par rapport au sujet du livre. Je ne comprends pas la fascination de Victor Hugo pour un tyran et ses séides. Ça, j'avoue, je, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Alors que Victor Hugo, c'est celui qui défend les opprimés, les pauvres gens, la liberté, et il est là en train de se pavoiser devant Napoléon qui, je suis désolé de le dire, c'est un tyran. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à massacrer les gens pour son intérêt. Alors on va dire la grandeur de la France, arrêtez, hein. C'est pas la grandeur de la France, c'est la grandeur de Napoléon. Et donc c'est quelque chose, je trouve, assez, ben, ben oui, totalement contradictoire, c'est terrible. Et je pense qu'il est important de garder en tête que les misérables qu'on retrouve dans les misérables, c'est en grande partie à cause de Napoléon, justement. C'est lui qui laisse la France dans l'état où elle est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est complètement contradictoire. Après, très bien décrit, c'est des géants, voilà, c'est la bataille des dieux contre des titans, etc. Et alors, c'est aussi cette fascination pour la bataille de Waterloo et d'essayer de faire des vainqueurs les vaincus. Voilà. Bon, vous savez, en Belgique, on n'a pas gagné beaucoup de batailles, hein, donc nous, on est un petit pays, et donc on n'a pas cette volonté de grandeur. Mais vraiment, hein, on a d'autres problèmes, mais je pense qu'il y a une volonté de grandeur que je ne m'explique pas. Et j'ai un peu de mal avec ça. Bon, malgré ça, évidemment que je trouve que c'est un roman fantastique, formidable, sans doute un des plus grands romans français, enlevé même français, un des plus grands romans du 19e siècle et même au-delà. C'est le roman de la pauvreté, le roman de la faim, de la violence, de l'injustice, de l'exploitation des faibles et des enfants qu'on prend et puis qu'on jette. Et rien que ça, c'est important parce que Victor Hugo donne une voix à tous ces déshérités qu'on n'entend pas. Et quelle voix! Hugo, par ce roman, et vous voyez, ça pardonne tout ce qu'il fait avant, hein, il rend cette dignité qu'on enlève généralement à ceux qu'on ne veut pas voir. Il met au jour les cruelles inégalités de la société française de cette époque et les ravages qu'elle occasionne. Ça, c'est le côté réaliste du roman. Et évidemment, c'est d'ailleurs plus que ça, parce qu'on parle, c'est quelque chose qui se passe en France. Mais en fait, on peut exporter ce schéma-là à la terre entière. Il y a une dimension universelle dans son message, et c'est ça qui est sublime. Et si l'histoire de Fantine, ou l'enfance de Cosette montre déjà des martyrs, eh bien il y a plus. Dans le roman, il y a un personnage qui, selon moi, symbolise encore plus fortement cette dégueulasserie. Ce personnage, c'est Éponine. Et je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le portrait de la misère faite enfant. Éponine, eh bien, elle a un petit frère qui s'appelle Gavroche. Ah, et c'est une des filles Thénardier. Et donc, pourquoi je trouve que ce personnage, il est incroyable? Parce que, je vous ai dit, Marius va sur les barricades. Marius, il est amoureux de Cosette. Eh bien, Éponine, elle est amoureuse de Marius. Elle le connaît, elle l'a déjà vu, elle lui a déjà parlé. Elle est très pauvre. C'est une fille Thénardier. Les Thénardier, ils n'aiment pas leurs enfants. Et elle n'a pas d'éducation. Elle n'est pas, peut-être pas très propre, pas très pudique. Elle n'a pas les belles manières. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une pauvre fille. Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle sait que Marius ne l'aime pas. Elle est amoureuse de lui.
est amoureuse de Cosette. Elle est jalouse, évidemment, parce que Cosette, c'est une belle jeune fille, instruite, qui a eu la chance de trouver un père de substitution aimant. Et bien malgré ça, elle va faire quelque chose d'incroyable. Elle va aller sur les barricades, son frère qui se fait tuer, là, eh bien elle aussi va mourir là. Et vous voyez, on parle de la mort de Gavroche, qui est mise en scène, qui est parlée. Donc, ça donne une dimension de martyr. Eh bien elle n'aura même pas cette chance-là. Parce que, en fait, elle va sauver Marius. Je vous avais dit que c'est Jean Valjean, mais au départ, c'est une première fois Éponine. Parce que vous avez un soldat qui va tirer en direction de Marius, elle va s'interposer, elle va prendre la balle, personne ne s'occupe d'elle, elle disparaît. Et on la retrouve, quand Marius quitte les barricades, on la retrouve dans le caniveau, quelques rues plus loin, toute seule, qui va mourir comme un chien. Et alors, je vous ai dit que j'aime pas beaucoup Marius. Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, une chose que je lui pardonnerai jamais, c'est ce qu'il fait, justement, ou ce qu'il ne fait pas plutôt à Éponine. Elle est en train de mourir, il s'approche d'elle, il la prend, il va l'accompagner dans son passage de vie à trépas. Donc vous allez me dire, ça c'est bien. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Éponine? Elle est amoureuse de lui, et elle lui dit, embrasse-moi. Et qu'est-ce qui fait, vous croyez, Marius? Eh bien Marius, parce que c'est un abruti, c'est quelqu'un de très égoïste, et va lui dire, ah ben non, je peux pas t'embrasser, parce que j'aime trop Cosette. Et elle meurt. Moi je suis désolé. Si moi je suis à la place de Marius, bien sûr que je vais aller l'embrasser. Bien sûr que je ne peux pas refuser quelqu'un qui est en train de mourir ça. Il n'est pas question d'amour, il n'est pas question de tromperie. Je suis sûr que ma femme, elle sera d'accord avec moi. Elle me dira même si elle est à côté, mais évidemment, fais-le. Et vous croyez que moi, ça me fait plaisir d'embrasser quelqu'un qui est en train de mourir ou qui a du sang dans la bouche? Parce que c'est de ça dont il est question. Mais vous ne pouvez pas refuser à quelqu'un qui n'a rien eu, à quelqu'un qui est en train de mourir, qui s'est sacrifié pour vous, voyez? Et au nom de soi-disant l'amour qui est tellement fort, tellement grand, eh bien non, il refuse. Voyez, voilà. Ça, j'avoue, Marius, je ne l'aime pas beaucoup. Pour ça, pour l'égoïsme, pour sa bêtise et pour sa médiocrité. C'est pas un grand méchant, Marius, c'est même pas un méchant, c'est un idéaliste, mais c'est quelqu'un d'extrêmement banal, qui n'a aucune reconnaissance malgré tout le bien qu'on lui fait. Et par exemple, tout le bien que lui a fait Jean Valjean, qui ne l'aime pas, hein, Jean Valjean, parce que lui, il aime Cosette, d'un amour chaste, vous comprenez, hein, d'un amour d'un père, mais il l'aime profondément parce qu'il n'a jamais été aimé. Quelqu'un qui n'a jamais été aimé, bah lui, il peut donner cet amour-là à Cosette. Et vous avez Marius qui vient et qui lui prend Cosette. Et bien malgré ça, Jean Valjean, il va lui sauver la vie, il va le transporter dans la crasse et la puanteur des égouts de Paris. Et après ça, Marius, qu'est-ce qu'il va dire à Jean Valjean? Bon, t'es gentil, mon petit père, mais t'es un ancien bagnard, donc tu restes pas avec nous. Ah, ça, vous voyez, c'est terrible. Bon, en plus de ces aspects réalistes et sociaux, le roman, c'est une véritable ode épique. C'est, je vais quand même essayer de mettre un peu de positif, c'est un roman d'espoir. On est en présence de personnages grandioses, comme Jean Valjean. C'est le héros par excellence. C'est un homme profondément bon qui se sacrifie pour les autres. Il pardonne à Javert, par exemple, et lui permet de s'enfuir. Il sauve Marius, je vous l'ai dit, avant de le porter dans les égouts de Paris. Il accepte de perdre Cosette au profit de Marius. C'est un homme qui abandonne sa volonté égoïste pour s'ouvrir aux autres. Et le livre, depuis que je l'ai lu, m'a toujours fait l'impression d'être une sorte de réécriture de la Bible. Une réécriture réinterprétée, évidemment, avec comme figure principale Jean Valjean, qui sera une sorte de réincarnation de Jésus. Et je suis très sérieux quand je dis ça, parce que vous avez plusieurs éléments qui font penser ça. Bah, une des scènes, évidemment, qui fait penser à ça directement, c'est dans les égouts de Paris. Parce que c'est dans le monstre de la bête, le Léviathan, et c'est la baleine, dans l'Ancien Testament.
le Léviathan justement. Vous avez Jean Valjean qui se sacrifie pour les autres tout le temps, vous voyez, pour les déshérités. Jean Valjean qui, quand il porte Marius, mais Marius c'est sa croix, et il s'enfonce, il y a tout un épisode où il s'enfonce carrément dans les égouts et il va presque mourir, il n'en peut plus, parce que c'est un poids, c'est le poids du monde qu'il est en train de porter pour lui. Vous voyez, donc il y a plein de références comme ça, disséminées ici et là, et ça m'a toujours fait cette impression-là, et je trouve que ça renforce encore l'aura de ce roman. Évidemment, je dois en parler. L'écriture de Victor Hugo, qui est tout simplement mais magistrale. Et c'est ce qu'on pourrait dire une écriture qui donne trop. En fait, c'est une écriture dans le marbre, mais qui envoie sans s'arrêter. Je vous ai lu le passage sur Fantine, je vous dis, ça dure des pages et des pages, mais tout est là. Vous avez cette Fantine, vous la voyez, qui est pas très intelligente, pas très instruite, qui se laisse complètement manipuler, et vous êtes là devant cette horreur, évidemment, c'est mis en scène avec un brio fantastique. Mais des moments comme ça, vous en avez tout le temps dans le roman. Et ça, c'est vraiment fabuleux de parvenir à un tel souffle épique avec une écriture qui tient. Ça tient tout le long. Et n'importe qui d'autre que Victor Hugo écrit comme ça, c'est ridicule. Mais Victor Hugo le fait et ça devient grandiose. Donc, c'est très impressionnant de voir cette force, cette grandeur en action. Mais alors, je parle et je vois que le temps passe. Donc, il faut bien une dernière chose. La littérature, c'est montrer, c'est réfléchir et c'est faire penser. Ce n'est pas qu'un simple divertissement, c'est un vecteur d'émotion et en ce sens un moyen très puissant de dialogue pour le futur. Victor Hugo nous parle-t-il d'un temps révolu? Non, il parle des déshérités, des injustices qui malheureusement existent toujours en notre monde aujourd'hui. Et en ce sens, il nous rappelle douloureusement qu'il nous faut lutter contre ces injustices à l'image de Jean Valjean. Nous pouvons ainsi abandonner un peu de nous-mêmes pour vivre avec les autres, quel que soit leur horizon. Je vous remercie et vous souhaite bonne lecture.